Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Bienvenue dans Série noire à la une. Série noire à la une, la presse et le crime, c'est tous les mois. Et tous les mois, nous nous intéressons au crime et à la presse, le crime dans la presse, le regard de la presse sur le crime, le fait divers qui agit dans la presse comme un révélateur de l'époque et qui parfois fait basculer l'époque et façonne l'histoire. C'est ça, Série noire à la une. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. Aujourd'hui, on veut tuer le roi. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, c'est l'affaire d'Amiens. Série noire à la une. Le mercredi 5 janvier 1757, le roi Louis XV rend visite à sa fille, Madame Victoire, qui est un peu souffrante, dans ses appartements du château de Versailles. À 18h, il rejoint son carrosse dans l'intention de retourner au Grand Trianon, où la cour séjourne en effectif réduit. Avant qu'il n'atteigne le véhicule, un homme fend la haie des gardes. D'un geste rapide, il frappe le roi et recule immédiatement pour se fondre dans l'obscurité. Pendant que le dauphin et ses hommes se jettent à la poursuite de l'inconnu, Louis XV s'aperçoit que du sang coule sur son manteau. La Gazette du 8 janvier 1757 raconte. Le roi, en le recevant, crut seulement qu'il était frappé d'un coup de poing. Il sentit ensuite un peu de chaleur, et il ne s'aperçut qu'il était blessé que par l'effusion du sang. Sa Majesté fut saignée à 6h15. Et quoique cette saignée eût produit un grand soulagement, on la réitéra 4 heures après pour plus grande sûreté. La blessure n'est pas mortelle, assurent les médecins à son chevet. L'hebdomadaire, qui a pour habitude de relater chaque semaine les faits et gestes du roi, ses fatigues et ses indispositions, détaille les constatations effectuées par les praticiens. Le coup est tombé sur la partie latérale inférieure et un peu postérieure de la poitrine, c'est-à-dire entre la 4e et la 5e des côtes inférieures du côté droit. Le coup a été dirigé de bas en haut et a pénétré environ 4 travers de doigts. Tout jusqu'à présent paraît indiquer que le coup n'a pas pénétré dans la poitrine. Avant d'être emmené au Grand Trianon, Louis XV a le temps de voir son agresseur, qui a été rattrapé par le dauphin et sa garde. Qu'on l'arrête et qu'on ne lui fasse pas de mal, aurait-il exigé. L'homme est emmené dans la salle des gardes. Il s'appelle Robert-François d'Amiens. Grand, mince, le nez aquilin, le visage grêlé, 42 ans, il est marié et père d'une petite fille. Originaire d'Arras, il est domestique et a servi chez plusieurs conseillers du Parlement, très critique à l'égard du roi, qui cherche à réformer le royaume et à imposer une égalité devant l'impôt, provoquant l'opposition parlementaire. Dans l'après-midi du 5 janvier, il a loué un chapeau et une épée, tenue exigée pour prétendre approcher le roi. Et il a frappé. Arrêté par les gardes, il est rapidement dépouillé de ses habits. On trouve sur lui l'arme, de petite taille, moins d'1,5 cm de large sur 10 cm de long, dont il s'est servi. Il était armé d'un couteau à 2 lames, Relate toujours la Gazette. dont l'une était une lame ordinaire. L'autre avait la forme d'un canif et était large de 5 à 6 lignes et longue d'environ 4 pouces. C'est avec la dernière lame que le coup a été porté. De fait, comme le soulignera le Mercure de France, un siècle et demi plus tard, en 1924, lors d'un article sur les régicides, Robert-François d'Amiens N'était pas méchant, même en frappant, ayant le choix entre 2 lames, le couteau qui tue et le canif qui égratigne, il se borna à l'égratignure. Il n'empêche. D'Amiens a commis le plus terrible des crimes, celui de lèse-majesté. Il a porté atteinte à la personne sacrée du roi. La Gazette d'Amsterdam parlera même de Parricide, il devient immédiatement, un monstre. ainsi que le dépeint Voltaire, dans une lettre à un ami reproduite dans le Mercure de France en mai 1757. Mais savez-vous bien que l'attentat de ce monstre, d'Amiens, m'attire des reproches de toute l'Europe littéraire ? Est-ce là, me dit-on, cette nation unie,
Est-ce là, me dit-on, cette nation que vous avez peinte si aimable, et ce siècle que vous avez peint si sage ? À cela, je réponds, comme je peux, qu'il y a des hommes qui ne sont ni de leur siècle, ni de leur pays. Je soutiens que le crime d'un scélérat et d'un insensé de la lie du peuple n'est point l'effet de l'esprit du temps. Alors, malgré la demande du roi de l'épargner, le monstre va être traité comme tel. Dès son arrestation par les gardes, il est torturé. Voltaire racontera en 1769, dans son Histoire du Parlement de Paris, « Avant que le lieutenant du grand prévôt, nommé le clerc du Briet, qui juge souverainement au nom du grand prévôt, fût arrivé, quelques gardes du corps, dans les premiers mouvements de leur colère et dans l'incertitude du danger de la vie de leur maître, avaient tenaillé ce misérable avec des pincettes rougies au feu. » Dans la nuit du 17 au 18 janvier, il est mené à la prison de la Conciergerie, où il est passé à la question, pour obtenir des aveux complets, notamment sur le mobile de l'attentat et ses possibles complices. Malgré la torture, Damien parle peu. Il n'a pas de complice, et s'il a agi ainsi, c'est à cause de la religion, affirme-t-il entre deux supplices. Cette déclaration, peu précise sur le fond, est le début de spéculations politiques intenses, qui voient d'abord en Damien le bras armé des jansénistes, ces partisans du rigorisme moral, hostiles aux jésuites et opposés à l'absolutisme royal. Puis ce sont les jésuites eux-mêmes, parce qu'ils sont très liés à la papauté, qui sont mis en cause, comme le rapportent les Nouvelles ecclésiastiques de 1757, qui soulignent « C'est une impression fort répandue à Paris et dans le royaume. » Les enquêteurs arrêtent la famille entière de Damien, son père, sa femme et leur fille, ainsi que ses amis et ses proches. Ils sont tous interrogés longuement. Personne ne confirmera cependant une proximité avec les jésuites. Robert-François Damien est séquestré dans des conditions terribles à la Conciergerie. Ligoté en permanence sur un lit par des liens de cuir, torturé régulièrement, il n'a droit de se lever pour marcher qu'1 heure par jour. Le procès s'ouvre le 12 février à la Grande Chambre, la salle principale du Parlement de Paris, dans l'ancien palais de la Cité. Cette affaire a secoué le royaume, et le procès, le jugement plutôt, est rapide. 10 audiences vont se succéder. Robert-François Damien n'assiste qu'à une seule, la dernière, celle du 26 mars. La Gazette d'Amsterdam relate « On le descendit avant-hier de la tour de Montgomery à la tournelle criminelle, pour être confronté avec les témoins qui ont déposé contre lui. Le seul procès-verbal de ces interrogatoires est extrêmement long et contient un détail fatigant de réponses tantôt claires, tantôt ambiguës et tantôt contradictoires. Ce monstre a cru par là prolonger son examen. » Sans bien sûr évoquer les séances de torture qui pourraient expliquer la longueur du procès-verbal et le manque de clarté des réponses de Damien, le journal note cependant « Jusqu'ici, nul remords n'avait paru agir sur son cœur. On assure qu'il a commencé de s'attendrir et qu'il verse même des larmes. » Damien n'a aucun moyen de défense. Il n'est présent que pour entendre la sentence. La Gazette la livre en détail. La cour ordonna que ce détestable assassin ferait amende honorable devant la principale porte de l'église métropolitaine, où il serait conduit dans un tombereau, nu en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Que de là, il serait mené dans le même tombereau à la place de Grève. Que sur un échafaud, il y serait tenaillé aux mamelles, aux bras, aux cuisses et aux gras de jambes, tenant de la main droite le couteau dont il a commis son affreux parricide, et qu'on lui brûlerait cette main avec du feu de soufre. Que sur les endroits où il aurait été tenaillé, on jetterait du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix-résine, avec de la cire et du soufre fondu ensemble. Qu'ensuite, il serait tiré à 4 chevaux et écartelé, et les membres et corps jetés dans un bûcher, pour y être consumés par le feu, et les cendres jetées au vent. Abominable et quasi inimaginable pour des citoyens du XXIe siècle, la sentence n'est, aux yeux des contemporains, que la réponse proportionnée à l'ampleur du crime.
Chacun n'aspire qu'à voir l'assassin expier son énorme forfait par le plus horrible supplice. Assène la Gazette d'Amsterdam. L'écartèlement n'est qu'une partie de la sanction. Damien se voit aussi confisquer tous ses biens au bénéfice du roi. Sa maison natale, dans laquelle il n'habite plus, sera également détruite après indemnisation de l'occupant actuel et déclarée inconstructible. La peine capitale est exécutée le 28 mars. Le spectacle, puisque c'en est un, est affreux. Après avoir été torturé selon les termes du jugement, Robert-François Damien est attaché pour être écartelé par 4 chevaux. Mais le supplice final ne se passe pas comme prévu. La Gazette d'Amsterdam raconte que cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer. On a été obligé de remettre 2 chevaux devant ceux attelés aux cuisses, ce qui faisait 6 chevaux. Point de réussite. Au bout de 2 heures, le bourreau Samson convainc les juges d'abréger l'écartèlement en coupant les tendons du supplicié afin que les membres se détachent enfin du corps. Si l'exécution en fait frémir plus d'un, l'horreur du crime fait néanmoins taire la compassion, commente le Courrier d'Avignon. Damien périt hier. Ni aujourd'hui, ni de quelques jours on ne se remettra pas du frémissement qu'a causé le spectacle de son supplice. Tout ce qu'offrit aux yeux de nos pères la punition de Ravaillac a été représenté au nôtre dans celle de son imitateur. Il n'y a que l'assassin du roi et d'un roi extrêmement chéri de ses peuples que l'on puisse voir souffrir tout ce que ce misérable a souffert, sans que la compassion de ses maux combatte et même surmonte l'horreur de son crime. Cette exécution était destinée à marquer les esprits. La France révolutionnaire ne l'oublie pas. Dans les annales patriotiques et littéraires de la France, du 16 décembre 1789, l'auteur rappelle le sort promis aux accusés de crimes de lèse-majesté dans une autre affaire quelques années après celle de Damien. Les 2 particuliers arrêtés dans l'auberge, qui ne songeaient à rien et qui se virent tout à coup métamorphosés en criminels de lèse-majesté au premier chef, avaient déjà pour perspective l'écartèlement, le tenaillement, l'huile bouillante, etc. À cette date, la sanction apparaît dans tous ses excès. Tout cela est si étrange qu'il faut avoir une idée bien nette de cette cour de Versailles pour rire ou pour pleurer de tout ce qui s'y est passé de vraiment incroyable. C'est aussi au nom de ces sentences que la guillotine sera présentée par son inventeur comme un progrès, une mort rapide et égale pour tous. L'horreur de l'exécution de Damien traversera les siècles, à tel point que sa description constitue l'ouverture du premier chapitre de l'ouvrage de référence de Michel Foucault, paru en 1975, « Surveiller et punir ». Robert-François Damien sera le dernier condamné à être écartelé en public, marquant l'évolution des condamnations capitales vers la fin de la torture spectacle. Série noire à la une. On va poursuivre cette évocation de la sanglante affaire Damien, ce régicide. Sanglante elle le fut, mais finalement moins pour Louis XV, qui n'est pas mort, que pour Damien lui-même. On l'a bien compris à travers les différentes descriptions de cet écartèlement. Et nous sommes avec Marion Bretéché. Bonjour. Bonjour. Marion Bretéché, vous êtes agrégée et docteur en histoire, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université d'Orléans, spécialiste de la presse politique et de la publication des écrits politiques au XVIIe et au XVIIIe siècle. Vous avez notamment écrit Les Compagnons de Mercure, journalisme et politique dans l'Europe de Louis XIV, paru en 2015 chez Champvallon, et vous avez dirigé 2 numéros de la revue Le Temps des médias, l'un sur les travailleurs de l'information et l'autre sur la fausse information de la Gazette à Twitter. J'allais dire à suivre sur le sujet, il y a encore des choses qui se passent. On va se concentrer évidemment sur ce qui se passe au XVIIIe. On est en 1757 avec cette affaire Damien. Ça ressemble à quoi, Marion Bretéché, le paysage médiatique de cette époque-là? Et est-ce qu'on peut même parler de paysage médiatique sans faire d'anachronisme? Oui, alors en effet, on peut parler de paysage médiatique puisqu'il y a en réalité une très grande diversité
de médias à l'époque, beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre si on pense à un temps ancien, lointain, d'une presse encore dans l'âge de l'enfance, puisqu'il y a certes des journaux, sur lesquels je vais peut-être revenir un petit peu après, mais à côté de ces journaux, qui sont ce qu'on connaît le mieux, il y a également tout un tas de supports, à la fois manuscrits et imprimés, qui permettent au public de s'informer. Alors, il y a notamment, ce qui est peut-être le plus étonnant pour nous, ce qu'on appelle des nouvelles à la main, qui sont en fait des journaux manuscrits, très largement diffusés. Il y a des ateliers de copistes qui recopient les nouvelles, et ces nouvelles sont envoyées à des abonnés à travers l'Europe. Ça existe depuis le XVIe siècle, et ça se maintient malgré la diffusion des journaux imprimés à partir du XVIIe siècle. Alors, ce n'est pas des moines copistes, c'est des gens qui sont Pas là du pour tout. écrire à la main. Ce sont des ateliers de copistes, des professionnels qui recopient ces nouvelles qui sont rassemblées. Certaines de ces nouvelles à la main sont extrêmement prestigieuses, envoyées à seulement quelques abonnés, qui sont des têtes couronnées en fait, et coûtent extrêmement cher. Là, il y a l'idée d'une information réservée, simplement pour certains privilégiés. Alors, à côté de ces nouvelles à la main, il y a aussi tout un tas de pièces volantes. On appelle pièces volantes des sortes de petites brochures qui peuvent faire une page ou parfois plusieurs pages, dizaines de pages. Et ces pièces volantes sont de tout un tas de nature. On va trouver ce qu'on va appeler des occasionnels, c'est-à-dire des relations sur un événement en particulier. Mais on va aussi trouver imprimés tout un tas de documents produits par les autorités et qui vont produire aussi un récit alternatif. Donc, pour vous donner des exemples, par exemple, pour le cas de Damien, on va trouver très facilement imprimées des pièces du procès ou les lettres des parlementaires ou encore des prières qui ont été faites par les différents évêques de France, vous voyez, ce genre de choses. Donc, des pièces d'autorité. Et on va aussi trouver des sermons, par exemple. Et vous voyez, tout ça, c'est aussi des choses qui vont parler de l'événement et qui vont construire une actualité autour de lui. Et est-ce qu'on sait qui dirige ou qui finance ces feuilles, justement? Ce sont les institutions en question. Donc, le roi fait paraître le jugement, ou là, ce sera plutôt le Parlement. Mais vous voyez, l'évêque va financer le mandement qui va être imprimé. Donc, ce sont les institutions productrices du discours qui les font imprimer, parfois avec leurs propres imprimeries. Et ça touche le public ou ça reste aussi pour des abonnés, une forme d'élite? Là, c'est pour le public. C'est diffusé. Et comme ce sont des supports très légers, parfois c'est seulement quelques pages, ça circule très facilement, en fait. À côté de ça, il y a évidemment aussi un autre type de feuilles volantes qui est celui qu'on pourra appeler rapidement les pamphlets. C'est-à-dire, là, pour le coup, des textes qui vont parler de l'actualité, mais avec un fond critique. Donc, ces pamphlets, ils sont le plus souvent clandestins, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu d'autorisation et ils ne sont pas autorisés à la circulation. Donc, ils sont interdits, mais ils circulent là aussi d'autant plus facilement que ce sont souvent des supports légers. Et à cela, il faut ajouter, je pense, deux autres types de médias très importants. Tout d'abord, des médias figuratifs. Il y a des gravures qui circulent, et notamment pour l'attentat de Damien, on en parlera peut-être plus tard. Et ça aide parce que tout le monde ne sait pas lire, il faut quand même le dire aussi. Ça aide, et puis c'est encore une autre mise en sens de l'événement. Et il y a aussi, autre média qu'on oublie bien souvent, ce sont les chansons. Il y a évidemment des médias oraux, que sont les chansons. Alors, ces chansons, on les connaît parce qu'elles étaient copiées. Donc, elles nous sont parvenues dans des recueils de chansonniers. Et donc, on en a encore des traces. Et il faut bien penser que là, on a affaire à un média très puissant, en réalité, puisque ces chansons circulent très aisément, parfois dans des milieux sociaux très diversifiés. Et elles circulent d'autant plus facilement qu'elles reposent sur la mémorisation, ce qui est une compétence extrêmement développée à l'époque, sans doute plus qu'aujourd'hui. Et donc là aussi, on a encore cet autre type de médias. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des gazettes francophones de l'étranger? Il y a la Gazette d'Amsterdam, la Gazette de Bruxelles, la Gazette de Leyde. Comment se fait-il que ces gazettes qui sont écrites en français, qui sont diffusées en français, se trouvent dans ces zones-là, dans ces pays à l'étranger, qui ne sont pas francophones? Est-ce qu'il y a un réseau entre elles? Est-ce que c'est destiné à la diaspora française? Quelle est l'histoire de ces gazettes? À l'époque, il existe bien des journaux en France, mais ces journaux sont extrêmement protégés par le système des privilèges, qui accorde des monopoles commerciaux aux détenteurs de ce privilège. Donc, dès le XVIIe siècle, en fait, des journalistes, on va pouvoir les appeler comme ça, à l'étranger, souvent des exilés français, en particulier en Hollande, vont créer des journaux en langue française, imprimés hors de France.
C'est ce qu'on va appeler les gazettes européennes, les gazettes périphériques, ce terme n'étant pas forcément très adapté. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ces gazettes vont se multiplier et elles vont même être doublées par d'autres types de journaux, des mensuels d'actualité politique, mais aussi tout un tas de journaux spécialisés, littéraires, savants, scientifiques. Donc c'est la diversification de la presse au XVIIIe siècle qui s'observe en France, mais en fait la France n'est qu'une petite partie d'un énorme ensemble qu'on va retrouver dans la plupart des pays européens de l'époque. Alors, cette presse en langue française est donc une presse foncièrement transnationale, au sens où elle est produite à l'étranger, mais aussi diffusée dans tous ces pays. Et l'idée, c'est que cette presse n'est pas seulement destinée à la diaspora, pas du tout, parce qu'elle est même parfois produite dans des pays où la diaspora n'est pas énorme, même s'il y a souvent une corrélation. Elle est en réalité destinée à tout le public qui parle français, qui comprend le français, c'est-à-dire toutes les élites européennes, puisque le français est devenu, au XVIIIe siècle, la langue internationale, mais même plus que ça. La langue des élites, c'est un moyen de se distinguer socialement dans tous les pays où on ne parle pas français. Et donc, ces élites lisent ces journaux français. On ne doit absolument pas être étonné de voir des comptes rendus, des articles consacrés à l'attentat de Damiens dans ces journaux, qui traitent de l'actualité internationale, de l'actualité de tous les pays, dont la France, qui est une des grandes puissances à l'époque. Série noire à la une. Série noire à la une, la presse et le crime. Aujourd'hui, on a voulu tuer le roi, c'est l'affaire Damiens. On est avec Marion Bretéché. Alors pour revenir à l'affaire Damiens et à son traitement par les journaux, par les publications, par ce paysage médiatique dont vous nous parlez, il y a plusieurs aspects, mais est-ce qu'il y a eu une forme de feuilletonnage ? Est-ce qu'on a cherché à... Là, c'est quelque chose qui est peut-être plus lié à l'âge industriel de la presse, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du spectaculaire aussi ? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. La description, à nos yeux contemporains, de l'écartèlement est assez faramineux et même peut réellement choquer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, le spectaculaire, le feuilletonnage ? Je ne pense pas qu'il y ait un feuilletonnage totalement conscient, du moins il faudrait l'étudier très précisément. La volonté de feuilletonner, bon, on a des exemples déjà à l'époque, mais de là à dire que c'est vraiment quelque chose de caractéristique, c'est pas forcément tout à fait pertinent. Créer des étapes comme ça, créer des chapitres pour vendre. Voilà, que ce soit volontaire, je pense qu'il faut peut-être pas aller jusque-là. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet de feuilletonnage, ça c'est sûr. Mais cet effet de feuilletonnage, il est très largement lié au fait qu'en fait, c'est une affaire qui est difficile à raconter. C'est difficile à raconter puisqu'il y a évidemment le secret de l'instruction, déjà, premier point, et vous en avez parlé dans le récit, c'est qu'en plus, Damiens ne dit rien. Donc, on ne sait pas, en fait. Donc, on va être obligé de faire des suppositions, des rumeurs circulent, qui sont plus ou moins repris par ces journaux, qui sont relayés par les Nouvelles à la main, qui elles-mêmes informent les journalistes à travers l'Europe. Donc, vous voyez, on va avoir comme ça des effets qui vont de fait créer un feuilletonnage, puisqu'au fur et à mesure qu'on a des éléments d'information, on va être en mesure de les donner au public. Et je pense qu'il y a bien quand même cette idée d'une attente jamais complètement satisfaite pour le lecteur, qui ne saura finalement jamais complètement pourquoi Damiens a fait ça, d'où l'emploi des termes de scélératesse, de fanatisme, quand on ne sait pas comment expliquer les choses, on va les qualifier de cette manière-là. De fait, le récit complet ne peut pas être immédiat. C'est impossible, c'est pas dans les capacités de la presse de l'époque. Et puis, ce qui va jouer aussi dans cette idée de feuilletonnage qui pour nous est visible, mais c'est le support qui fait ça aussi. Et ce serait la même chose aujourd'hui si on lisait un récit similaire. Mais en plus, ce qui est intéressant pour l'attentat de Damiens, c'est qu'on a un récit dont on connaît nécessairement l'issue. C'est-à-dire que ça commence par l'attentat et on sait que ça va forcément finir par un écartèlement. Donc, si vous voulez, on a affaire à un récit clos, ce qui d'ailleurs a permis à des historiens de faire un ouvrage très important sur l'attentat de Damiens dans la presse dirigé par Reta. Je me permets en passant de le citer parce que c'est un livre très important dans l'histoire de la presse qui maintenant est ancien, mais où ils ont vraiment traité de façon systématique l'information, justement parce qu'il s'agit d'un moment presque clos. Vous me posiez la question aussi de la question du spectaculaire dans la manière de raconter. Alors, c'est sûr que nous sommes assez choqués par les manières dont est raconté notamment l'écartèlement, donc le supplice. Mais
Là où il n'y a en fait rien d'étonnant, c'est que si vous regardez la peine qui est décidée par le Parlement, qui va être publiée justement sous forme de feuille volante, c'est exactement la description qui est faite et c'est ce qu'on attend. Donc, si vous voulez, là, il n'y a absolument rien de particulièrement gore ou sanglant. C'est en fait la justice qui s'exprime comme ça. Vous ne pensez pas que la presse a contribué à la spectacularisation de cette exécution et donc à l'idée qu'on va passer à d'autres types d'exécutions ? Je ne suis pas complètement convaincue dans le sens où, en fait, cette peine, elle est normale, elle est ce qu'on attend face à un tel crime, en fait. On n'observe pas dans les journaux de compassion, on n'observe pas dans les journaux de remise en cause de la peine, puisqu'en réalité, c'est ce qu'a mérité Damien pour l'acte abject qu'il a fait aux yeux du public. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle en permanence de monstre. Vous voyez, moi, c'est ce terme de monstre que moi je trouve quelque part assez étonnant. Alors là aussi, le vocabulaire du monstre, c'est quelque chose qui est assez différent de l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Mais il est déshumanisé en tout cas. C'est ça, le monstre n'est pas un être humain. Il n'est plus un être humain. Ouais. En ayant fait ça, il n'est plus un être humain, en fait. Et là, la presse, à mon sens, ne fait rien de très différent que ce que font toutes les autres institutions et que ce que font finalement le public, en fait. Le public pense aussi ça. Évidemment, on a en tête la remise en question de ces peines et de la torture liées aux Lumières et au XVIIIe siècle, mais en réalité, c'est un petit peu plus tardif. C'est notamment sous l'influence de Beccaria, mais des délits et des peines datent seulement de 1764. Donc, vous voyez, c'est un petit peu après. On est 7 ans plus tard. Ouais. Et donc, en fait, on n'est pas encore dans cette dynamique-là. Cette peine atroce semble en réalité fondée au regard du crime. On est dans une forme de normalité. C'est la fin d'une normalité, mais c'est encore la normalité. C'est encore la normalité. Et on est bien aussi, parce que c'est aussi ça, c'est qu'on a affaire à une justice exemplaire qui est une justice qui a un sens politique. Et c'est la politique de l'effroi, en fait. Bien entendu, là, l'idée, c'est de rendre une justice spectacle qui va être édifiante, c'est-à-dire qui va porter à la vertu, à la piété, par la peur, le public, à ne surtout pas produire un acte aussi terrible aux yeux du public de l'époque. Merci beaucoup, Marion Bretéché, d'être venue nous éclairer sur le cas de Robert François Damien, de ce régicide et du traitement par la presse de ce qu'il a fait et de son exécution. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Le récit a été signé Michel Pedignelli. Ce podcast a été préparé par Julia Lasserie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Alice Tillier-Chevalier, Marie Leroc. Thomas Baumgartner au micro. En attendant qu'on se retrouve pour de nouveaux épisodes, vous pouvez réécouter l'intégralité de la série sur toutes les plateformes et sur retronews.fr. À bientôt. Série Noire à la Une.